Bienvenue à l'ENSIB. Je suis ravie de vous accueillir pour cette première soirée de lancement de l'année des bibliothèques, du bulletin des bibliothèques de France. Alors, une des vocations de l'ENSIB, comme vous le savez, c'est de produire, de diffuser de l'information vers ces communautés professionnelles. C'est la raison même d'exister du bulletin des bibliothèques de France, et ce, depuis sa création en 1956. Oui, mais il y en a qui trichent, qui le savaient déjà. Le bulletin des bibliothèques de France, qui est la revue de référence du métier, s'est récemment enrichi d'une nouvelle collection qui est intitulée L'année des bibliothèques, une formule papier renouvelée, imaginée par mon prédécesseur, Yves Alix, et André-Pierre Sirène, précédent directeur de la valorisation, en 2019, et donc proposée pour la première fois en 2021. Alors, le premier numéro de l'année des bibliothèques proposait un retour sur l'année 2020 et traitait, sans grande surprise, de la crise sanitaire. Après une année transitoire, 2022, au cours de laquelle on va dire que la formule s'est un peu cherchée, cet annuel, comme le BBF dans son ensemble d'ailleurs, a été repris par une nouvelle rédactrice en chef, Véronique Heurtematte. Elle s'est très vite approprié le BBF et toute son histoire. Et elle a, dès son arrivée, proposé une thématique pour l'année des bibliothèques 2023 que le comité éditorial du BBF a d'emblée jugée passionnante. Bibliothèque, objet politique. Alors, Véronique n'a pas ménagé son énergie, ses efforts pour rassembler en un temps record, parce qu'on était en septembre 2022, 50 contributeurs et contributrices. Donc, je lui exprime ma gratitude et celle de l'ENSIB pour le travail formidable de coordination qu'elle a mené. Alors pourquoi cette thématique bibliothèque objet politique ? Il ne serait pas raisonnable ce soir de vous résumer l'ensemble des contributions en quelques mots, mais il y a dans l'articulation de ces deux mots bibliothèque et politique une relation complexe qui méritait que l'on s'y attache et que l'on interroge la nature politique de la bibliothèque. Alors, cette relation s'est en quelque sorte incarnée dans la promulgation, après des années de débats, faut-il une loi, n'en faut-il pas, de la loi du 21 décembre 2021 relative aux bibliothèques et au développement de la lecture publique, cette loi dite loi Robert, en hommage à la sénatrice Sylvie Robert qui l'a portée et qui l'a fait promulguer. À la même période, deux grands textes internationaux définissant les missions des bibliothèques ont également été modifiés, remaniés. Le manifeste IFLA UNESCO des bibliothèques publiques et puis les lignes directrices sur la législation et la politique des bibliothèques en Europe, édité par EBLIDA, le Bureau européen des associations de bibliothèques, de l'information et de la documentation. Alors, le BBF étant une revue ouverte à l'ensemble des professionnels et à l'ensemble des bibliothèques, qu'elles soient territoriales ou universitaires et de recherche, s'est donné pour objectif, et j'espère que cette soirée va le démontrer, de traiter de l'ensemble des contextes politiques des bibliothèques, y compris des contextes universitaires. Ce numéro de l'année des bibliothèques revient sur une année 2022 qui, de toute façon, dans son ensemble, a été une année éminemment politique, puisque bousculée par le retour de la guerre en Europe. Donc le sujet, malheureusement, a été bien choisi, eu égard à ce contexte. Alors, je suis convaincue que ces 180 pages et 35 articles de grande qualité vont vous donner à penser, vous stimuler, vous donner du grain à moudre, vous agacer peut-être, même certainement, en tout cas vous donner envie de débattre et d'agir. Pour la sortie de cet ouvrage, l'organisation d'une soirée de lancement à l'ENSIB, qui est une première, nous est apparue comme une évidence. Nous avons voulu créer un événement rassembleur, comme le font les maisons d'édition, ce que nous sommes d'ailleurs, l'ENSIB est un éditeur public, pour partager la sortie d'un livre dont nous sommes très fiers, collectivement, et qui témoigne de la vitalité du monde des bibliothèques. Mais ce moment de fête constitue aussi une occasion idéale de mettre la lumière sur la vitalité des éditions de l'ENSIB dans leur ensemble et sur l'ambition de l'établissement d'offrir la possibilité d'échange et de dialogue
avec les professionnels de tous horizons et de tout pays. Je voudrais à ce titre témoigner toute ma reconnaissance à l'ensemble des auteurs et des autrices qui ont donné de leur temps pour partager leurs expertises, idées, réflexions, bonnes pratiques, expérimentations dans ce numéro. Je remercie également les différents services de l'ENSIB qui ont contribué à la réalisation de ce numéro et à l'organisation de cette première soirée de lancement. J'espère d'ailleurs qu'il y en aura d'autres, puisque d'autres ouvrages passionnants vont paraître, je vous le dis d'ores et déjà, d'ici la fin de l'année 2023, dans les différentes collections, boîtes à outils, papier et la numérique. Je remercie tous nos partenaires, les associations, les personnes d'entre vous qui ont bien voulu libérer de leur temps ce soir. Merci infiniment aux intervenantes et aux intervenants d'avoir accepté de se prêter au jeu de la discussion et d'inaugurer ce format avec nous. Et puis, merci à vous tous de venir partager cette fête qui intervient un 6 juin dans un contexte dont on rappellera qu'il est également politique, puisqu'il s'agit de la 14e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Je vous souhaite une excellente soirée et je laisse la place au débat en remerciant nos intervenantes ce soir. Bonsoir à tous pour cette réunion autour de l'année des bibliothèques 2023, Bibliothèque Objets Politiques. Nous avons le plaisir d'accueillir Nadia Lakéal, adjointe à la maire de Vaux-en-Velin, déléguée à la culture, et Jérôme Triot, directeur de l'atelier Léonard de Vinci, médiathèque, maison de quartier de Vaux-en-Velin. Un très bel équipement ouvert en février 2022 sur un projet assez original que vous allez découvrir sous peu, à la fois dans sa phase de préfiguration, puisqu'il a fait une large part à la démarche participative, collaborative avec l'ensemble des habitants du quartier et je crois un peu plus généralement de la ville de Vaux-en-Velin. Il s'est construit également sur un certain nombre de valeurs que Jérôme va nous présenter. Et il a aussi l'originalité de rassembler un certain nombre de services dans le même bâtiment. Nous accueillons également Aurore Cartier, qui est membre directrice des bibliothèques universitaires Jean Moulin Lyon 3 et membre du conseil d'administration de l'ADBU et qui interviendra d'ailleurs plutôt avec cette casquette au titre de membre de l'ADBU et qui nous présentera tout l'enjeu actuellement des bibliothèques universitaires, de leur dimension politique, de la manière dont elles s'inscrivent dans les stratégies de leurs établissements. Je vous propose de commencer dès maintenant avec la découverte et la présentation de l'atelier Léonard de Vinci. Merci Véronique, Madame la Directrice. Merci de l'invitation pour ce lancement de l'année des bibliothèques. Je suis ravi de vous présenter l'atelier Léonard de Vinci, qui est un objet hybride, s'il en est, issu d'une réflexion depuis 2014-2005, mais Madame l'adjointe vous précisera un certain nombre de choses de ce point de vue, et qui effectivement a associé l'ensemble des habitants et les habitantes de la ville, à peu près sur quelques mois, quelques années, etc., afin de créer ce nouvel équipement dans une logique de co-construction, dans une logique de mise en place de ce qu'on pourrait appeler un commun, un tiers-lieu hybride, culturel et social qui tente à devenir un commun. Et je vais vous expliquer pourquoi. Quelques éléments quand même sur le projet et sur sa préfiguration, sur sa mise en place. C'est à peu près un peu plus d'un millier de personnes qui ont participé à des ateliers de recueil de paroles, de besoins, d'usage, expertise d'usage, etc., encadrés par des cabinets d'ingénierie. C'est un travail avec les professionnels évidemment de la ville. Et puis c'est surtout cet atelier Léonard de Vinci, c'est la première brique de la reconstruction, finalement, de la transfiguration d'une certaine manière du quartier du Mas du Taureau, puisqu'on est situé en plein cœur du quartier du Mas du Taureau. Et donc, avant de construire de nouveaux logements, avant de construire de nouvelles écoles, de nouveaux gymnases, etc., le premier équipement qui est sorti de terre, et vous l'avez rappelé, nous avons ouvert le bâtiment le 8 février 2022, eh bien, c'est l'atelier Léonard de Vinci. Donc, médiathèque et maison de quartier. Maison de quartier signifiant centre social au sens de la CAF.
avec un formalisme et des règles de fonctionnement que je ne détaillerai pas forcément ici, mais qui quand même pèsent sur l'organisation de l'équipe et le fonctionnement de l'atelier, et avec une gouvernance particulière, puisque nous ne sommes pas en régie municipale directe, mais bien en régie à autonomie financière, ce qui implique derrière la création d'un conseil d'exploitation qui fonctionne depuis à peu près 15 mois maintenant, dont la prochaine échéance est celle du 8 juin prochain, et conseil d'exploitation qui se prononce sur l'ensemble des sujets ayant trait à l'activité de l'atelier Léonard de Vinci. Conseil d'exploitation, mais pas conseil d'administration, puisqu'ensuite il y a un passage en conseil municipal pour tout ce qui est prise de décision nécessitant délibération. Ce conseil d'exploitation, c'est une originalité, puisque ça permet l'implication des représentants des usagers, des représentants des associations de jeunes ou associations vaudaises importantes dans les prises de parole, à égalité avec les élus qui sont aussi dans ce conseil d'exploitation. Donc ça, c'est une des originalités de ce lieu. Et l'ADN de l'atelier Léonard de Vinci, c'est finalement travailler avec les habitants, pour les habitants bien sûr, mais travailler avec les habitants, construire les projets avec les habitants et les habitantes, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, pour faire émerger des propositions plus ou moins novatrices, mais qui répondent surtout aux besoins, à la nécessité de transformation sociale du quartier. Donc une médiathèque, ça c'est un peu plus classique. Un centre social qui physiquement dans le lieu ne se voit pas forcément, mais il est un peu partout. Et puis d'autres fonctions. Finalement, on est un mini-centre culturel et social, puisqu'on a une salle de spectacle de 117 places, un Fab Lab aussi, qui est co-animé avec une association d'éducation populaire, Planète Science, un studio de création, un studio de danse, etc., etc. Une cuisine, oui, tout à fait, vous avez tout à fait raison de le signaler. Et donc, ça en fait une vraie fourmilière de projets qui naissent, qui se déploient à l'intérieur de l'espace et puis qui vont aussi toucher l'ensemble des habitants, les habitants qui ne vont pas forcément naturellement dans une médiathèque. Un des enjeux, je ne vais pas faire très long, mais un des enjeux notamment de l'atelier Léonard de Vinci, c'est un enjeu, vous imaginez bien, managérial, puisque on agrège des bibliothécaires, des travailleurs sociaux, des animateurs et des animatrices, tout un tas de métiers qui généralement ne cohabitent pas trop ou pas trop ensemble. Et puis on est à la recherche de compétences bien particulières qui permettent justement de faire émerger des projets à partir des habitants, les habitantes et des associations. Donc tout ça, ça fait de multiples défis dans un quartier avec une activité associative extrêmement forte. Du Taureau et Vaux-en-Velin en général, c'est un territoire d'activité associative très important et c'est un des points d'appui de l'atelier Léonard de Vinci. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir quelques éléments de bilan, puisque ça fait un peu plus d'1 an que l'atelier est ouvert? Est-ce que ça a fonctionné comme vous l'imaginiez en termes de volume de fréquentation? Est-ce que les usagers se sont emparés, comme vous l'imaginiez, des différents services, des différentes offres? Et peut-être est-ce qu'il y a des évolutions, des choses que vous avez déjà prévues de faire évoluer en fonction justement de la réalité, de la confrontation à la réalité? Alors c'est un beau succès populaire, puisqu'on est aujourd'hui, après 15 ou 16 mois, à presque 150 000 entrées, ce qui est supérieur à ce qu'avait imaginé le programme fonctionnel, alors qu'on n'a pas déployé tous les services en même temps. Par exemple, le Fab Lab, on l'a démarré simplement en octobre 2022. Le studio de création va démarrer maintenant. Donc ça, c'est un vrai succès. Toutes les activités sont prises d'assaut, c'est-à-dire qu'on a une programmation trimestrielle. Et donc, à chaque fois qu'on ouvre les inscriptions, ces activités-là sont prises d'assaut. Donc, ça peut aller de la baby gym à du bien-être, du yoga, en passant par des cours de cuisine, en passant par des activités plus classiques en bibliothèque, autour, bien sûr, du livre et de l'écrit. Et aujourd'hui, le succès est indéniable et il ne s'est pas démenti depuis le démarrage. L'autre point extrêmement important, je n'ai pas le chiffre en tête, je ne vais pas vérifier juste avant de venir, c'est qu'on imaginait que peut-être aux alentours de septembre-octobre, finalement, l'activité de prêt allait un peu décroître ou trouver une espèce de vitesse de croisière. Eh bien, pas du tout, en fait.
On est bien sur des chiffres très très élevés de prêts de documents, donc livres, périodiques et puis DVD. Et ça, c'est une réelle très bonne surprise. Parce que c'était un des enjeux aussi, pour le coup, dans ce projet éducatif de la ville, de venir avec nos ressources, notre capacité de médiation culturelle, avec les différents supports, les différents contenus qu'on peut proposer aux habitantes et aux habitants. Le portrait type de l'usager de l'atelier Léonard de Vinci, c'est quelqu'un qui habite le Mas du Taureau. C'est quelqu'un qui est plutôt jeune. Une belle surprise aussi, c'est de voir arriver maintenant de plus en plus des seniors. Alors, il faut vous dire que la ville est extrêmement jeune, plus de 50%, moins de 50%, 49%. Ouais. 50% de jeunes de moins de 25 ans, donc c'est donc un chiffre extrêmement élevé. Et donc, on a une population jeune qui fréquente l'établissement, bien sûr, et puis les seniors qui arrivent maintenant un peu plus massivement. Et je crois que les raisons du succès jusqu'à présent, c'est que tout ce travail de concertation, de travail avec les habitants et les habitantes a porté ses fruits pour l'appropriation du lieu. Donc rien n'est jamais définitif, on est bien d'accord, mais c'est bien cette dynamique-là qu'on essaie d'entretenir et puis d'essayer de développer. Aujourd'hui, on a devant nous des projets un peu plus complexes. Il faut aller chercher des jeunes adultes déscolarisés, en difficulté. Donc on s'appuie sur d'autres services de la ville aussi pour aller au contact et puis pour pouvoir essayer de discuter avec eux, de ce qu'on pourrait faire avec eux et de pouvoir les amener aussi à l'atelier Léonard de Vinci. Donc on a devant nous une programmation 2023-2024 très tournée en direction de ce qu'on appelle l'allée vert. Et on s'appuie justement sur les compétences de nos collègues du centre social pour aller capter ces publics-là et travailler avec eux. Alors sur ce dossier bibliothèque, objet politique, évidemment, la parole des élus, des personnalités politiques était tout à fait importante. On a essayé de leur donner largement la parole dans cette publication, vous le découvrirez en la feuilletant. Et donc on a le plaisir, pour porter cette parole politique, d'accueillir donc Nadia Lakéal, qui est déléguée à la culture, adjointe à la maire de Vaux-en-Velin. Donc j'aurais, pour commencer, une double question, en fait, qui est quelle est la singularité d'une bibliothèque parmi l'arsenal, je dirais, de services, d'outils que vous avez à la disposition pour mettre en œuvre vos stratégies politiques, tout simplement, qu'elles soient éducatives, sociales, culturelles, urbanistiques, puisqu'on a vu que ça a été le premier équipement qui a ouvert dans ce nouveau quartier en reconfiguration. Pourquoi avoir choisi la bibliothèque? Quel rôle elle occupe? Et comment vous mobilisez ces ressources au service de vos politiques? Quelle est la singularité de cet outil par rapport à d'autres, peut-être? Alors, bonsoir à toutes et tous. C'est vrai que c'est un lieu qui était assez singulier. Il est singulier pour plusieurs raisons, mais je pense que, avant d'expliquer donc ce côté hybride qui fait fusionner à la fois le culturel et le social, on ne peut pas comprendre ce lieu si on ne comprend pas l'histoire de la ville de Vaux-en-Velin. Et en réalité, c'est le fruit, on va dire, depuis 30 ans d'analyse. C'est un regard aussi que de nombreux habitants, puisque avant d'être élue, je suis surtout native et habitante de Vaux-en-Velin. Et donc, c'est toute une équipe. On s'est dit, mais comment repenser le Mas du Taureau dans le cadre de la ZAC et comment apporter, on va dire, le meilleur à la fois à la jeunesse, mais à la population dans son ensemble. Et donc, ce lieu, en fait, c'est une demande depuis les émeutes, c'est octobre 90. Et c'est vrai que les jeunes, les familles demandaient une maison de quartier au départ. Et donc, c'est un lieu qui a été promis pendant plusieurs décennies. Et donc, il y a une nouvelle équipe, parce que, bon, historiquement, c'est pas pour faire de la politique, mais pour comprendre, c'est un peu comme Vénissieux, c'est un bastion plutôt communiste à la base, Vaux-en-Velin. Et donc, il y a les émeutes. Les jeunes sont en demande d'un lieu où ils pourraient se réunir. C'est une chose qui est... je veux dire, cette maison de quartier au départ est promise, mais personne n'en voit la couleur, si vous me permettez l'expression. Et puis donc nous, en 2014, on arrive donc à la tête de la ville. Mais avant de gagner, justement, on s'était fait la réflexion, on avait consulté de nombreux habitants, et ceux, quels que soient, on va dire, les partis politiques ou pas, et on s'est rendu compte qu'il y avait une demande à la fois
de culture, mais aussi de social. À partir de là, donc à partir de 2014, quand on arrive à la tête de la ville, on met en place toute une série, on va dire, de concertations. On consulte, on se concerte aussi avec les habitants de tous les âges, de tous les quartiers de la ville de Vanvelin, pour savoir en fait ce qu'ils veulent réellement, ce qu'ils veulent réellement. Et donc, on ne pouvait pas, comme ça a été fait pendant plusieurs décennies, uniquement construire pour construire. On s'est dit c'est un lieu qui est fait pour eux, donc il va se faire avec eux, et ce, dès le départ. Plusieurs idées ont émergé. C'est vrai qu'il y a énormément de choses et je vous invite vraiment, si vous le pouvez, à l'occasion, à visiter ce très beau lieu. Et c'est pas parce que nous sommes modèles, mais vraiment c'est un équipement qui est public. Et comme le disait Jérôme en introduction, en plus du lieu à la fois culturel et social, c'est surtout le premier équipement public du Mas du Taureau, avant sa reconstruction, puisque le Mas du Taureau, pour ceux qui connaissent tel qu'il existe, il va être complètement redessiné. Donc il y a un certain nombre de quartiers qui ont déjà été détruits, mais on va aussi avoir le tramway, donc d'ici 2026, qui va traverser le nord de la ville, puisqu'il est présent au sud au niveau du carré de la Soie, mais il va passer donc devant la médiathèque. Il y a toute une série aussi d'autres équipements, mais on a symboliquement voulu vraiment faire renaître ce quartier avec la culture et le social. La singularité, justement, c'est que j'ai envie de dire, il est à l'image des habitants et de leurs demandes. Donc on a vraiment de tout, comme le rappelait Jérôme, on a un centre social, on a une médiathèque, on a un studio de danse, mais aussi un studio d'enregistrement, une salle de diffusion. Les personnes peuvent se restaurer aussi, il y a une terrasse. Il y a une cuisine et puis encore beaucoup d'autres. On a une ludothèque également. C'est vrai que les demandes étaient tellement fortes depuis plus de 30 ans qu'on a essayé, on va dire, de prendre les éléments, en tout cas ce qui nous semblait le plus important, pour que les habitants puissent en profiter. Est-ce que c'est facile de convaincre un conseil municipal et puis de convaincre plus généralement les habitants de se lancer dans un projet aussi ambitieux? Et donc, qui dit projet ambitieux, dit projet un peu coûteux. On sait que parfois, il y a un peu des freins quand il s'agit d'investir un peu massivement sur un équipement culturel et notamment une bibliothèque. Comment ça s'est passé à Vaux-en-Velin ? Alors, comment ça s'est passé ? Donc, nous, c'est un engagement. On avait promis aux habitants qu'on construirait donc cette médiathèque maison de quartier. Pour les plus anciens, surtout ceux qui militaient au sein des quartiers, qui connaissaient l'histoire et la genèse donc, de Vanvelin et des quartiers politiques de la ville, c'est vrai que beaucoup étaient dubitatifs, doutaient, me disaient mais non, c'est pas possible, donc ils n'y croyaient pas pour la plupart. Et il a fallu vraiment qu'on passe certaines délibérations au conseil municipal, qu'on pose, qu'il y ait l'inauguration de la première pierre. Et encore, certains ne réalisaient pas jusqu'à l'inauguration du 2 juillet dernier. Convaincre le conseil municipal, non, puisque c'est la majorité donc, qui a voté ce projet. Après, se pose la question des finances. C'est vrai que c'est je pense que s'il y a des personnes qui sont élues ou qui travaillent au sein des villes, vous savez que on estime tel projet, mais au fil des années, ça a tendance à augmenter. Donc au départ, on était parti, pour vous donner quelques chiffres, de 14 millions d'euros. Et puis, on était à un peu moins de 20 millions d'euros. La force de notre ville aussi, c'est qu'on sait chercher de l'argent là où il faut. On n'a pas honte, on n'a pas peur. Et c'est vrai que quand il s'agit de défendre notre ville et nos quartiers, on sait où frapper. Et puis on a la chance aussi d'avoir une maire qui était anciennement députée et ministre, donc qui a quand même certaines facilités. Une autre question avant de se tourner vers l'enseignement supérieur. Une des dimensions, comme l'a rappelé Jérôme et vous-même, c'est la dimension participative, la forte collaboration des usagers dans cet équipement. Alors ça, on sait comment mener ce type de projet, justement au moment du projet, de la préfiguration. Mais une fois que l'établissement est ouvert, comment on arrive à maintenir cette dimension participative ? Qui veut répondre, vous, Jérôme ? Parce qu'il est peut-être revenir plus en détail, vous l'avez évoqué, sur ce fonctionnement qui est assez original de conseil qui rassemble élus, usagers, professionnels. Peut-être détailler un peu ce fonctionnement qui n'est pas si fréquent
en bibliothèque? C'est vrai que la particularité à Vanvelin, c'est qu'on a une chance d'avoir une ville très jeune, mais ce ne sont pas que les jeunes en réalité. J'ai envie de dire, c'est une ville d'habitants et de citoyens très engagés. Beaucoup sont dans des associations en tant que bénévoles. On a pléthore d'associations, vraiment. On a des associations tournées vers la lecture, vers le social, vers les langues. On a des personnes, je dis souvent que Vanvelin, c'est une ville-monde, donc on a des personnes qui viennent des 4 coins du monde. Et c'est vrai que c'est une vraie richesse, une vraie force pour la ville. Et en ce qui concerne, on va dire, la motivation et l'engagement, on n'a vraiment aucun souci, puisque les Vaudais sont assez engagés par nature, j'ai envie de dire. Et après, on l'a réuni autour de... Mais là, Jérôme vous l'expliquera un peu plus. Il y a le conseil d'exploitation, c'est-à-dire que il y a la maire qui est présidente de ce conseil, j'en suis la vice-présidente. On a également des représentants, par exemple, du conseil des seniors, des conseils de quartier, des conseils de la jeunesse, des citoyens, des personnes de la société civile. Et puis se pose aussi toute la question autour de la programmation trimestrielle, où vraiment, là encore, on fait avec les habitants, puisque c'est pour eux. Et on a cette humilité dès le départ de se dire que ce projet, cette médiathèque, on va la faire évoluer en fonction aussi des demandes et des besoins. Oui, merci. Pour compléter, dans le détail, ça veut dire qu'il y a vraiment 2 niveaux. Je dirais le conseil d'exploitation qui est assez formel finalement, mais qui est extrêmement intéressant. Là, par exemple, le 8 juin, on va débattre du diagnostic pour le renouvellement de l'agrément de la prestation sociale, animation sociale de la CAF. Donc ça va engager des débats de fond, et ça, c'est particulièrement intéressant. Et puis, il y a les projets du quotidien, j'ai envie de dire. Donc c'est là où on va mailler avec les associations du territoire. Au Mas du Taureau, il y a une coordination des associations. Donc on est membre de cette coordination, donc on est là en direct avec un certain nombre d'acteurs associatifs et on travaille avec eux sur les futurs projets. Travailler avec ceux qui sont déjà dans l'atelier Léonard de Vinci, qui viennent déjà, donc pour aller les chercher, non pas pour qu'ils ne répondent pas à une offre, mais bien qu'ils viennent travailler avec nous des sujets. Et là, on a terminé la semaine dernière le festival À vos livres les petits, qui est un festival relativement classique qui existe depuis 17 ans, je crois, autour de la lecture pour les petits. Et cette fois-ci, ça a été construit en partie avec des parents. La programmation, l'offre de lecture, construit avec et aussi mené avec ces parents-là. Donc ça, c'est quand même des temps très longs. Et donc, on va au contact de ces habitants et ces habitantes pour parler avec eux. Donc on établit un dialogue qui est complètement différent d'un dialogue classique d'une bibliothèque de lecture publique où finalement on accueille très bien, moins bien, etc. Et où les gens viennent se servir dans une offre que nous apportons. Là, c'est un petit peu différent. Donc le temps est un peu plus long. C'est évident et ça demande des compétences différentes aussi aux bibliothécaires. Il n'y a pas que les bibliothécaires, je vous l'ai dit, mais aux bibliothécaires, ça leur demande un effort aussi pour sortir d'eux-mêmes, pour aller au contact des gens, et c'est un défi managérial permanent. Donc il y a vraiment 2 niveaux, le conseil d'exploitation et puis le travail au quotidien, qui permet de mailler avec les associations et puis des usagers. Mais c'est vrai qu'on a des publics, je vous disais tout à l'heure, ces jeunes adultes déscolarisés, difficiles à les toucher, et sur lesquels on fait un travail spécifique, mais qui est un travail de longue haleine. Alors ce que j'ai oublié de vous dire au début de cette table ronde, c'est que bien sûr, vous tous dans la salle, vous avez une expérience tout à fait intéressante, donc on aura un temps pour les questions, pour les échanges, mais si jamais vous voulez témoigner, vous-même intervenir sur les sujets qu'on aborde, n'hésitez pas. Le micro vous sera tendu et on vous donnera la parole tout à fait volontiers. N'hésitez pas à lever la main, à vous signaler si vous voulez dès maintenant réagir aux propos de nos invités. Je vais donner la parole à Aurore Cartier qui va nous parler de la situation des bibliothèques universitaires. La DBU a lancé en novembre 2022 des grandes assises nationales pour les bibliothèques universitaires qui invitait à repenser leur rôle, leur mission, leur place au sein de leurs établissements, mais plus généralement au sein de la société. Aurore. Déjà, merci beaucoup Véronique, merci à l'ENSIB, merci à sa directrice de nous recevoir. Juste pour faire la jointure avec la présentation
de Vaux-en-Velin, c'est vrai que côté universitaire, on est très inspiré par les projets qui sont menés vers ces projets à la fois de construction, de médiation, de co-construction avec les publics. Et je dois reconnaître que c'est un lieu, une démarche qui nous inspire, et l'université, d'une manière générale, se tourne de plus en plus aussi vers la ville pour essayer d'avoir cette dynamique de contact et de proactivité qui a parfois pu manquer à nos univers un petit peu clos de l'enseignement supérieur. Pour revenir plus spécifiquement sur cette question des assises et sur la question de la bibliothèque universitaire comme objet politique, je dirais que si les bibliothèques universitaires ne sont pas à proprement parler des objets politiques, elles gagneraient en revanche à attirer un petit peu plus l'attention du politique, et c'est bien là la motivation de ces assises évoquées par Véronique. Alors avant de présenter peut-être la démarche propre des assises, je voulais partager avec vous quelques éléments de diagnostic qui nous ont amenés à cette démarche au niveau de la DBU. Donc en premier lieu, le contexte de la LRU qui, en incitant à un désengagement progressif de l'État sur l'allocation de ressources et de moyens, a rendu les bibliothèques universitaires de plus en plus tributaires des intentions locales de leurs établissements et de leur présidence, de leur gouvernance. Et de ce fait, les a incités à devoir sortir un petit peu de leur zone de confiance pour développer une double stratégie. D'une part, faire valoir leur plus-value interne en tant que service au sein d'un établissement universitaire, sur un certain nombre de sujets sur lesquels je reviendrai, mais également à devoir convaincre et chercher des financements, on revient toujours aux mêmes enjeux, au sein de leurs établissements déjà, face à des établissements qui, eux-mêmes, dans un contexte de LRU, ont parfois des difficultés à gagner leur autonomie financière et se trouvent dans certains arbitrages qui doivent être pris, finalement, à ne pas toujours mettre l'argent au niveau de la bibliothèque universitaire et à prioriser, on comprend bien aussi, d'autres services. Cette situation, qui n'est pas nouvelle, mais qui ne fait que s'accentuer au cours de ces dernières années, dans un contexte économique aussi de plus en plus tendu, a amené à un certain décrochage, un retard pris dans à la fois le nombre de mètres carrés par étudiant, le nombre de personnel par étudiant, la capacité qu'on a aussi en tant que bibliothèque universitaire à acquérir des ressources de plus en plus coûteuses. Et ce retard est devenu visible et devient de plus en plus problématique, y compris pour atteindre les ambitions qui sont aujourd'hui fixées non seulement par nos établissements, mais également par la stratégie de l'État. De ce fait, on a voulu essayer de réaffirmer la place des bibliothèques dans une stratégie qui n'est pas que locale, mais qui est également nationale, avec ce principe assez simple, finalement, qu'à mission pérenne, il serait bon d'avoir, dans une certaine mesure, des moyens pérennes. C'est en tout cas le propos défendu par Marc Martinez dans l'ouvrage dont il est question aujourd'hui. Et on a pu bénéficier, je dirais, d'un regain d'attention politique lors de la crise sanitaire qui nous a touchés lors de la période du Covid et qui a remis un focus sur l'importance finalement assez évidente du caractère central de la bibliothèque universitaire comme lieu de rencontre des étudiants, comme seul lieu parfois encore ouvert pour accueillir des étudiants, leur proposer du chauffage, leur proposer un lieu de rencontre, un lieu d'échange. Néanmoins, ce focus finalement peut avoir un effet pervers qui est de mettre l'accent sur seulement une toute petite partie du rôle aujourd'hui qu'ont les bibliothèques universitaires dans les stratégies d'établissement et dans les stratégies étatiques. Ces ambitions sont nombreuses, elles sont de l'ordre de la formation avec la mise en place de l'approche par compétences, elles sont culturelles avec le déploiement aujourd'hui en bibliothèque universitaire, en université, d'une vraie médiation culturelle et médiation scientifique avec une démarche de science avec et pour la société. Elles sont numériques, avec notamment une lutte contre la précarité numérique qui rejoint aussi des politiques déployées par les villes. Elles sont scientifiques, avec un appui à la recherche, un déploiement de la science ouverte de plus en plus fort au sein des établissements. J'en oublie certainement, mais en tout cas, sur tous ces sujets qui sont aujourd'hui les ambitions fortes des établissements, mais également une affirmation d'une politique nationale, les bibliothèques universitaires sont aujourd'hui soit soutien, soit porteuse, soit parfois les deux. Et
les moyens qui nous sont alloués pour être soutien ou porteur ne sont aujourd'hui, de notre point de vue, pas suffisants pour atteindre ces objectifs qui sont fixés. De ce fait, il y a pu y avoir, à la fin des années 80, une prise de conscience de ce décrochage. Il y a eu notamment le rapport Miquel, pour ceux qui le connaissent, et je pense que tout le monde le connaît aujourd'hui, qui a posé ce diagnostic et réussi à insuffler une vraie prise de conscience d'un besoin de financement et de rattrapage. Aujourd'hui, le contexte est un petit peu différent. On ne voit pas arriver ce rapport, de nouveaux rapports, on ne voit pas arriver de grands plans, et les plans qui viennent en impulsion de nos nouvelles missions sont finalement, sans minimiser leur importance, sont finalement un petit peu du saupoudrage ou de l'incitation qui ne couvre pas l'ensemble de nos missions. Je pense notamment au Fonds national pour la science ouverte ou au dispositif PBO+, qui a permis d'élargir les horaires d'ouverture en bibliothèque universitaire. Donc, fort de ce constat, la DBU a souhaité s'emparer de ce sujet et mobiliser sa communauté professionnelle et ses réseaux pour défendre la nécessité d'un plan BU 2030 qui est vraiment pensé comme un objet politique, pour le coup, qui est à la fois qui n'est pas qu'un simple rapport sur l'état des bibliothèques, mais bien un diagnostic assorti de propositions dont je vais peut-être donner quelques axes, à défaut de donner des conclusions qui seront présentées au plus tard, je pense, au congrès de la DBU de Versailles, pour ceux et celles qui n'ont pas encore pris leur billet. Mais voilà, il y a un besoin évident de rattrapage en termes d'immobilier. Je pense que c'était d'ailleurs l'objet du rapport Miquel à l'époque, que d'inciter à la construction de nouvelles bibliothèques, d'augmenter ces espaces d'accueil. Et on voit que déjà à l'époque, le rapport avait eu un bilan qui n'était que partiellement atteint. Or, depuis, on assiste à une envolée des effectifs étudiants au sein des universités, et on n'a pas vu l'augmentation des capacités d'accueil des bibliothèques à la hauteur, finalement. Il n'y a pas une envolée des budgets, quoi. Il n'y a ni une envolée des budgets, ni une envolée des nouvelles constructions, et les élargissements d'horaires d'ouverture qui compensent partiellement, finalement, nos capacités d'accueil en donnant la possibilité à des étudiants de venir plus tard, ne suffisent pas toujours à absorber les pics. Voilà, on peut avoir, pour citer ma bibliothèque, on a des journées à plus de 7000 entrées dans la journée pour une capacité d'accueil qui est de l'ordre de plusieurs centaines. Donc on est vraiment sur un écart colossal qui est en plus très très fort à certaines périodes. Donc voilà, un enjeu immobilier certain, un enjeu en termes de ressources humaines, puisque là aussi les plafonds d'emploi des universités en premier lieu n'ont pas forcément été revus, et c'est un frein souvent quand les établissements ont envie de pouvoir augmenter leur masse salariale, mais qu'ils ont un plafond qui a été négocié à une époque. C'est un enjeu pour les présidents que d'arriver à relever ces plafonds d'emploi, et ensuite au sein de ces établissements, à nous bibliothécaires, d'arriver à convaincre de la nécessité de développer des postes qui vont pour la plupart être des expédients contractuels, qui peuvent être plus ou moins pérennisés. Mais là aussi, on n'a pas vu l'augmentation du nombre de personnels titulaires des bibliothèques qui apportent aussi une expertise et une pérennité des missions, dont on voit là encore qu'à mission pérenne, ressources pérennes. Or, on est de plus en plus sur des missions pérennes avec des ressources humaines de nature contractuelle, ce qui pose la question de la capitalisation des connaissances et de notre capacité à développer une action sur le temps long. Enjeu également sur un certain nombre de missions transverses dont j'ai évoqué rapidement quelques exemples qui sont bien entendu développés avec d'autres services de l'université. Ce n'est pas la bibliothèque comme objet politique isolé, mais bien comme un catalyseur, parfois un incubateur qui travaille avec un réseau de services au sein de l'établissement. L'action culturelle, la direction de la recherche, pour la science ouverte. Voilà, donc aussi tous ces services transverses qui nécessitent des renforts et des moyens, qu'ils soient en termes de fonctionnement ou d'investissement ou de masse salariale, qui nous donneraient vraiment cette capacité à être le soutien ou le porteur de ces ambitions, tant pour nos établissements, encore une fois, que pour ceux annoncés par l'État, qui, dans bien des cas, est stratège, mais oublie la dimension moyen dans ce qui fait normalement la stratégie. Je vais m'arrêter là, puis répondre éventuellement à des questions complémentaires.
pour revenir à la place des bibliothèques universitaires dans leurs établissements, avant de peut-être revenir mais sur cette vaste question de la vision nationale, finalement. C'est la question que pose la DBU, hein, c'est le souhait, est-ce qu'on peut le traduire comme ça, c'est de retrouver une grande vision nationale pour les bibliothèques de l'enseignement supérieur. Est-ce que on peut traduire comme ça cette ambition ? On peut tout à fait traduire cette ambition comme ça. C'est vrai que la politique de l'enseignement supérieur en France n'est pas que l'agrégation d'un ensemble de politiques locales, mais a bien une feuille de route aussi qui est tracée à l'échelle nationale et dont les établissements justement essaient aussi de s'emparer et de faire vivre. Donc effectivement, il y a cet enjeu-là. En tant que bibliothèque universitaire, on est un établissement on travaille en réseau. Et ce travail en réseau n'est pas que le reflet d'une volonté propre des bibliothécaires de travailler ensemble, mais répond bien aussi à un besoin de coordination à l'échelle d'un territoire j'ai mentionné la trajectoire nationale, mais on pourrait également mentionner la trajectoire européenne, voire internationale, qui prévaut de plus en plus sur toutes ces stratégies d'appui à la recherche notamment. Est-ce qu'il y a pour l'instant des réactions, des questions dans la salle, des personnes qui souhaiteraient s'exprimer ce qu'on a dit jusqu'à présent? Alors, il y a beaucoup de sujets qui ont été évoqués. Comme vous l'avez dit, il y a quand même eu quelque chose qui a radicalement changé la donne, je crois, et dont les bibliothèques peuvent toujours capter. Maintenant, c'est la crise sanitaire. 2020, tout s'arrête. Dans les universités qui restent ouvertes, les bibliothèques universitaires. Dans les quartiers, les bibliothèques de lecture publique doivent fermer, mais s'organisent très vite pour mettre en place des services à distance, mais aussi dès qu'elles ont pu rouvrir de manière limitée, mais continuer à rendre le service auprès de leurs usagers. Certaines ont mis en place même des sortes de services téléphoniques où les usagers pouvaient appeler, simplement parler, sans compter bien sûr toute l'offre qui s'est développée en ligne. Est-ce que ça a changé la manière dont vous envisagez les services de lecture publique ? Alors il est vrai que nous, concernant la médiathèque Maison inaugurée en 2022, donc c'est après le Covid, on a eu un peu cette chance, même si on a eu à gérer justement dans la ville le Covid, on a ouvert un centre de vaccination. On s'est rendu compte aussi que des enfants n'avaient pas Internet chez eux, ils n'avaient pas accès au numérique. Donc on a offert gratuitement, mis à disposition des tablettes, donc toutes neuves, à tous les enfants en tout cas en faisant le lien avec les écoles et les professeurs qui en avaient besoin. Donc on a vraiment géré ça, je pense, très bien. Mais concernant donc les bibliothèques, il restait seulement celles, les plus petites des quartiers. Donc forcément, les enfants, les parents ne pouvaient pas s'y rendre, mais ils avaient la possibilité donc d'emprunter des livres. En tout cas, si au niveau de la gestion générale, on va dire, du Covid, ça a été bien géré. Après, concernant la médiathèque, on n'a pas trop eu de soucis parce que l'inauguration, on l'a faite en 2022. Alors, il y a une dimension qui est importante à la fois, vous l'avez rappelé, Aurore, du côté de l'enseignement supérieur, et puis là, une dimension qui est importante en lecture publique et qui est particulièrement illustrée à l'atelier Léonard de Vinci. C'est la place plus globalement au-delà évidemment de l'offre autour de la lecture, autour du livre, autour des documents. C'est la place de vos établissements dans la société, auprès des citoyens. L'atelier Léonard de Vinci est très investi sur le domaine des droits culturels. Et là, je crois que tout ce travail-là, comme disait Aurore, inspire, en tout cas est bien regardé par les établissements de l'enseignement supérieur, qui sait aussi, ces dernières années, ces établissements se sont emparés de cette dimension
Donc au-delà bien sûr des campus, d'avoir un rôle culturel au sens général dans leur environnement, dans leur territoire, et notamment, on va y venir, pour ce qui est du lien sciences et société. On peut peut-être commencer pour cette dimension droit culturel, citoyenneté, et ce rôle des bibliothèques aujourd'hui sur ces terrains. Alors, la question du droit culturel, c'est une question complexe et vaste, même si elle est inscrite dans 4 lois assez récentes, finalement moins de 10 ans, dont la loi sur les bibliothèques que l'on connaît tous et tous. Nous, on l'aborde de manière très pragmatique et pratico-pratique, évidemment pas de manière théorique. Un des sujets, une des fonctions de l'atelier, c'est le faire ensemble. Faire ensemble, créer ensemble, construire ensemble. Donc ça, c'est déjà être en capacité de donner à voir quelque chose de commun et de faire s'exercer des droits culturels qui ne sont pas dans l'exclusive et l'exclusion. Ça, c'est extrêmement important. Se faire ensemble, on y tient particulièrement. Et le nom de l'atelier, ça renvoie effectivement au nom, à l'histoire de la ville, une partie de l'histoire, mais c'est aussi le faire ensemble. Donc ça, c'est un des points clés de la structure. Je pourrais prendre un exemple assez simple qui parle peut-être le plus facilement, c'est la question du plurilinguisme. Puisque notre activité classique de médiathèque, d'accueil de classe, de lecture en direction des enfants, se fait dans une logique maintenant plurilingue, ce qui signifie qu'en fait, qu'on commence à amener des groupes d'enfants qui ne sont pas forcément à l'intérieur de l'école, qui viennent avec leurs parents. On s'appuie sur 2-3 enseignants de l'éducation nationale spécialistes de la question et sur des orthophonistes, etc., pour que ce contact avec l'écrit, ce contact avec le livre se fasse à partir d'un présupposé, enfin c'est pas un présupposé, d'une donnée plurilingue de base. Et ça, c'est une des expressions des droits culturels. On n'entendrait néanmoins jamais parler les bibliothécaires de droits culturels au quotidien. C'est des choses sur lesquelles on ne débat pas théoriquement. Voilà, ça c'est un point, mais c'est une question extrêmement complexe. Et ça nous amène à revoir un certain nombre de propositions dans notre structure. Et puis, ça a défilé assez vite tout à l'heure, là, sur les quelques slides que j'avais préparés. Un des axes du projet social, c'est le renforcement et le développement de la citoyenneté dans une ville, effectivement, avec des habitants et des habitantes qui viennent des 4 coins du monde et qui viennent des 4 coins du monde depuis de nombreuses générations. Donc ça, c'est un des points aussi clés de l'engagement du projet social et culturel de l'atelier Léonard de Vinci. Donc ensuite, ça se transcrit de manière différente. On travaille avec des groupes de jeunes sur des projets particuliers et ainsi de suite. On a vu, enfin, j'avais préparé quelques images. À un moment donné, on voit la salle de spectacle, et bien les récipiendaires d'un des concours d'éloquence, alors assez classique, maintenant en bibliothèque ou ailleurs, mais c'était aussi ce travail-là qu'on mène au quotidien. Les bibliothèques universitaires, elles aussi, se sont emparées de ce rôle d'être des lieux de vie sur les campus, des lieux culturels d'une manière générale, de plus en plus ouvertes sur la cité. Alors c'est vrai qu'on s'est emparé de ce rôle, mais je pense qu'il était déjà là. Le fait d'être un lieu d'accueil, ce qui est vrai, c'est qu'on a eu une démarche sans doute plus proactive vis-à-vis de la culture, qui d'ailleurs doit faire l'objet d'une publication d'un rapport de l'inspection générale sur cette dimension proprement culturelle des bibliothèques universitaires et cette mission à investir. C'est vrai que là-dessus, on a en bibliothèque universitaire un partenariat assez naturel avec les acteurs de la recherche, puisque dans la dimension science avec et pour la société, finalement, il y a une double dynamique qui doit se créer. C'est faire venir les citoyens et la société civile à l'université, dans nos murs, et la bibliothèque est pour cela souvent un lieu d'accueil propice, puisque de par la largeur de nos horaires d'ouverture et l'ouverture qu'on a à des publics autres que simplement étudiants pour la plupart, on est naturellement finalement l'acteur propice pour cela. Mais il y a aussi cette dimension faire sortir la recherche de l'université, où là finalement le rôle des bibliothèques est plus complexe, mais vient souvent en appui méthodologique dans qu'est-ce que c'est qu'une médiation avec des publics qui ne sont pas académiques, comment mettre la documentation au service de sujets de débat de société. Et dans ce point de vue-là, l'approche va être différente selon qu'on est dans une université plutôt tournée vers les sciences humaines et sociales ou vers les sciences dures, qui pour le coup a une approche déjà assez développée de sciences avec et pour la société, là où les sciences humaines et sociales finalement font souvent beaucoup
sans le percevoir. Donc il y a aussi un enjeu de relabellisation d'un certain nombre d'actions culturelles portées par les bibliothèques ou dont elles viennent en soutien, qui se font déjà, mais qui n'ont jamais été labellisées comme étant d'une démarche de science avec et pour la société. À titre d'exemple, et là je vais prendre ma casquette Lyon 3, parmi les politiques culturelles qu'on peut mener, on a la création d'un prix littéraire qui est le prix Caméléon, qui est composé d'un jury étudiant et qui les mobilise autour de l'élection d'un roman traduit, où finalement on récompense à la fois l'auteur et le traducteur, et à chaque fois on a un partenariat avec la fac de langue et la fac de lettres autour d'un pays et d'une sélection d'ouvrages faite avec les enseignants-chercheurs, qui permet, avec des partenariats ouverts sur la ville, avec des éditeurs, de créer finalement une espèce de synergie autour de la lecture pour des étudiants qui parfois la désertent un petit peu aujourd'hui. On a des actions d'hébergement ou de constitution d'expositions, de grandes expositions propres, par exemple sur le design, qui était un sujet qui en plus intéressait très fortement le tissu économique local dernièrement, où on peut aussi avoir des festivals un petit peu récurrents sur, je défriche un peu, mais les comics par exemple, qui est un sujet dont on voit qu'il permet d'aborder plein d'enjeux sociétaux au prisme d'un outil que s'approprient assez facilement les étudiants, peut-être plus que des ouvrages académiques. Donc voilà, ça peut être des exemples de politique culturelle. Et puis, vis-à-vis de la société, on développe de plus en plus des conférences-débats dans lesquelles interviennent des enseignants de l'université ou des intervenants extérieurs, mais autour d'une question d'actualité qui peut être portée soit à la demande d'un étudiant ou d'un groupe d'étudiants, ou en réponse à des problématiques qui nous sont communes, la guerre en Ukraine, sachant qu'on a par exemple des communautés slaves au sein de nos établissements. Voilà, donc l'idée étant de susciter du débat et d'avoir un lieu d'accueil qui soit neutre, en quelque sorte, entre la sphère académique et la sphère civile. Oui, je voulais juste rebondir sur ce que vous disiez. C'est vrai que nous, avant là, on a 2 écoles nationales, donc le NTPE et l'ENSAL, et on a senti donc, de la part de ces 2 écoles cette volonté vraiment de s'ouvrir, parce qu'en fait, ce que vivent ces écoles, c'est un peu ce que... on peut faire le parallèle avec les équipements culturels, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'il y avait entre 10 et 15% seulement de Vaudais qui fréquentaient les établissements culturels comme le centre culturel, les bibliothèques, enfin sauf les bibliothèques, mais on a un planétarium aussi. Ce que je n'ai pas précisé, c'est que donc je m'occupe de la culture, mais aussi de la culture scientifique. Et dans ce cadre-là, on travaille avec ces universités, à la fois dans le domaine culturel avec la médiathèque, c'est-à-dire que certains viennent aider des jeunes de la ville. Alors on a aussi les sciences parce qu'on a plusieurs projets avec le planétarium, dont le congrès scientifique des enfants, où on a des doctorants de Lyon 1, mais aussi des étudiants de l'ENSAL et de l'ENTPE qui sont pleinement investis pour ce très bel événement. On a aussi dans le cadre des rénovations, parce que c'est vrai que c'est Vanvelin... il y a plusieurs quartiers qui sont en reconstruction, notamment dans le cadre des AC. Et là aussi, on a des étudiants qui sont très présents. Donc c'est vrai que... Et puis notre mère aussi était à l'ENTPE, donc elle est ingénieure de formation. Donc c'est vrai que c'est des questions qui l'intéressent grandement et qu'on a donc souhaité vraiment associer les étudiants de la ville pour que les enfants de Vanvelin puissent se dire qu'il est possible aussi d'accéder à ces écoles. Puisque une fois, j'avais fait la remarque à Madame la maire en lui disant « Mais moi, j'habite juste à côté de l'ENTPE et de l'ENSAL. On m'a jamais dit que je pouvais y entrer ou que ne serait-ce qu'envisager de pouvoir faire des études et aller dans ces écoles. » Donc, on a vraiment voulu casser ça au travers de la culture, mais aussi de ces rencontres. Et là-dessus, je pense qu'on n'a pas assez, ou en tout cas trop occasionnellement, utilisé finalement ce lien BU BM ou établissement de bibliothèque ou médiathèque de collectivité pour justement faire sortir la science dans la société. Et c'est vrai qu'en bibliothèque, comme je disais, on est plutôt support, on accueille volontiers, on a parfois du mal à sortir de nos propres murs, mais vous pouvez être tout à fait un lieu d'accueil de nos enseignants-chercheurs et on peut faire ce relais. On a ce rôle de médiation à faire qu'on ne fait pas assez, je pense.
Et pour le coup, pour rebondir sur ce que vous dites, c'est vrai que les étudiants-chercheurs, bon, on a l'image, un peu le cliché de l'étudiant qui est toujours dans sa bibliothèque, mais avant voilà, ils sont vraiment très impliqués dans la ville et ils sont vraiment en demande. Parce que je pense que ça vient des deux côtés. À la fois, les Vaudois n'osent pas parce qu'ils se disent, bon, c'est très élitiste, mais à la fois, les étudiants se disent, bon, je ne connais pas très bien la ville. Bon, ce qui est normal, c'est humain. Mais après, quand chacun fait un pas vers l'autre, on arrive à travailler ensemble. Et puis on était parti de l'idée que le proverbe, c'est un proverbe africain, je crois, qui dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant. Là, on a décidé de se dire qu'il fallait tout Vaux-en-Velin avec toutes ses forces pour élever les enfants d'aujourd'hui. Et puis quand nos étudiants n'ont plus de place dans nos bibliothèques, où est-ce qu'ils vont à votre avis? Voilà. Il y a des lieux d'ailleurs très calmes. Nous arrivons presque au terme de cette rencontre, donc je vous repose la question. Je vous invite à intervenir si vous le souhaitez, pour des questions, pour des témoignages, pour des remarques. Est-ce que quelqu'un a envie de s'exprimer? Toujours pas, mais vous êtes très sage. Je ne vais pas développer la méthode utilisée pour les assises, voilà. Mais si ça intéresse aussi des collègues de savoir un petit peu comment on a mis en place cette démarche de co-construction, je peux volontiers développer si on a un peu de temps. Il nous reste 5 minutes, donc avec plaisir, volontiers. C'était juste pour rendre hommage, rendre à César aussi ce qui a été fait, puisque ce travail qui a été présenté, en tout cas initié par Marc Martinez, est en fait vraiment le fruit d'un travail collectif et collaboratif de l'ensemble des professionnels de la DBU, des adhérents et donc des personnels de direction des bibliothèques. Donc de ce fait, ça fait écho à la démarche un petit peu de co-construction que vous évoquiez, mais à notre échelle, avec l'idée d'avoir des ateliers qui ont été mis en place tout au long de ces derniers mois sur les thématiques évoquées, le rattrapage immobilier, le rattrapage RH, et puis un certain nombre de missions transverses. Et là-dessus, je voulais aussi mentionner le prestataire Bluenove, qui est un cabinet de conseil en accompagnement autour justement de l'intelligence collective, qui avait accompagné je vais perdre le nom, la conférence citoyenne à l'époque, et donc qui était vraiment un cabinet spécialisé dans cette démarche-là, et on a voulu se faire accompagner justement pour favoriser cette démarche d'idéation qui a donné lieu donc à un certain nombre de groupes d'ateliers menés par des collègues qui se sont vraiment emparés de ce sujet-là, à des temps d'échange collectifs, à des rencontres aussi avec d'autres partenaires de l'université sur des thématiques transverses. On a travaillé avec l'association des directeurs de la logistique sur les questions immobilières. On a pu travailler avec d'autres associations professionnelles sur tout un tas de thématiques transverses pour vraiment sortir des bibliothèques et en faire un objet politique, au sens où il ne fonctionne pas qu'en vase clos, mais répond bien à une politique d'un établissement et couvrir tous les aspects du fonctionnement, on va dire, sociétal, économique, politique et social d'une bibliothèque. Merci Aurore. Pour conclure, j'aurais envie de vous poser une question aux uns et aux autres. Et notamment Jérôme, oui, parce que vous l'évoquiez dans votre article, dans l'année des bibliothèques. Il y a 2 modèles qui sont très liés finalement à la vision politique des bibliothèques, que ce soit côté enseignement supérieur ou lecture publique. Pour la lecture publique, c'est le modèle du 3e lieu, du tiers-lieu, dont s'emparent beaucoup les élus. C'est un modèle que vous évoquiez dans votre article pour en poser tout l'intérêt, mais aussi les limites. Est-ce que vous avez envie de dire quelques mots? Je poserai la question à Aurore pour, évidemment, vous l'aurez deviné, pour le modèle Learning Center. On va commencer par Jérôme. Bon, je pense qu'il n'y a pas de modèle de tiers-lieu. C'est un concept, je ne vous refais pas l'histoire, vous la connaissez, porté et très efficace, qui nous a permis, nous, bibliothécaires de lecture publique, de répondre à une crise des bibliothèques assez forte depuis une quinzaine d'années et de trouver des solutions, des embryons de solutions ici et là,
Donc je crois pas à la question du modèle tiers-lieu. En revanche, ce que je pense, c'est qu'à l'atelier Léonard de Vinci, ce qui est en train de se jouer, c'est une vraie transformation de ce qui était initialement une bibliothèque qui existait à quelques mètres et à quelques centaines de mètres de là. Et ça, c'est un point extrêmement intéressant. Et je trouve que cette voie, elle est porteuse d'avenir, parce que même si elle est difficile pour les personnels, même si elle est difficile pour le directeur que je suis, parce que c'est quand même un défi énorme au quotidien de travailler dans cette perspective-là, je pense que c'est une voie porteuse d'avenir parce que ça transforme notre relation au public. Et peut-être qu'une des conséquences de la crise sanitaire et sociale de 2020 et au-delà, c'est justement la volonté, la demande d'un rapport différent au service public, donc des habitants et des habitantes. Je le vois par le petit bout de la lorgnette vaudaise, mais je pense que c'est là quelque chose qui se joue d'extrêmement important. Et en ce sens, oui, ce lieu-là, il est éminemment politique. Peut-être cela deviendra-t-il un commun, je vous ai dit en introduction, mais c'est bien un des enjeux particuliers. Donc oui, tiers-lieu, c'est un concept intéressant, même s'il est un peu mou, mais c'est un concept qui permet une transformation et une appropriation différente selon les territoires. On reçoit des visites toutes les semaines de bibliothèques, d'élus, de bibliothécaires, de l'ensemble de la France entière, pour voir ce qui se passe à Léonard de Vinci. Une des choses qu'on dit pendant cette visite, c'est on n'est pas forcément un modèle, mais c'est peut-être une source d'inspiration intéressante. Alors l'équivalent du tiers-lieu du côté de l'enseignement supérieur depuis une quinzaine d'années, c'est bien évidemment le concept de Learning Center, qui a permis néanmoins, je dirais, c'est une carte de visite qui a quand même été beaucoup utilisée par les professionnels et qui a permis de concentrer peut-être, d'attirer l'attention, de susciter l'intérêt de la part de leur gouvernance. Aujourd'hui, ce modèle, en quelques mots, Aurore, où en est-il ? C'est un avis un peu personnel, mais je pense qu'il fera écho quand même à l'avis d'autres de mes collègues. Je pense que déjà, ce côté tiers-lieu du Learning Center, comme on dit, c'est le geste architectural n'est que le reflet d'une volonté qui est généralement celle de casser les silos. Donc, de ce fait, elle n'a pas de sens en soi, c'est ce qu'on y met derrière. Il y a eu un enjeu marketing, effectivement, du terme Learning Center pour convaincre une présidence, pour convaincre une gouvernance d'investir dans les bibliothèques en y mettant finalement cette volonté de casser les silos et en structurant à travers un projet immobilier qui, comme tout projet, finalement, permet justement de créer de la synergie, de structurer sa politique. Voilà, donc c'est aussi une manière d'affirmer à travers un projet une ambition politique qui est celle des bibliothèques, mais qui est aussi celle d'une gouvernance qui va être de remoderniser un petit peu la formation, d'être attractif pour des étudiants avec un nouvel établissement, avec des nouveaux services qui ne pourraient se créer qu'en faisant travailler les gens ensemble. Maintenant, je pense que cette dimension Learning Center, qui, comme on le voit dans le nom, était très orientée vers la pédagogie et la formation, se dote aujourd'hui de plus en plus d'une dimension sociale qui est bien sûr induite par le contexte économique et la précarité qu'on voit aussi depuis quelques années chez les étudiants. Donc je ne sais pas si ce sera un Learning Center ou un Learning and Social Center ou quelque chose qui va dans ce sens-là, mais en tout cas je pense là encore on va sans doute se rapprocher de nos collègues vers des projets de plus en plus hybrides de bibliothèques qui soit accueillent, soit sont partenaires d'un point d'accueil central qui propose aux étudiants des produits d'hygiène, des lieux de rencontre avec, des acteurs, des professionnels du monde de l'accompagnement social. Donc on va aussi vers ça. Est-ce que ce sera encore un Learning Center ? Je ne sais pas. Mais effectivement, on est à un tournant. Je ne dirais pas que le projet ou le terme est galvaudé, mais comme on a parlé beaucoup de tiers-lieux à une époque, on sent... À réinventer, peut-être. À réinventer ou à faire évoluer, exactement. Je vous donne une dernière chance de poser des questions ou de vous exprimer. Ah, Nicolas.
je me dévoue. Nicolas Gallo, Bibliothèque de Lyon. J'avais une question pour Madame l'adjointe à la culture de Vaux-en-Velin. Alors, les bibliothèques sont assurément des objets politiques. Hein. Ça fait longtemps que certains se sont penchés sur cette question-là. Je pense aux travaux de Robert Damien, par exemple, il y a quelques années. En revanche, j'ai le sentiment que ce sont de moins en moins, en tout cas en France, des objets de politique partisane. Je ne dirais pas la même chose aux États-Unis, mais en tout cas en France, j'ai l'impression que le sujet bibliothèque est relativement consensuel et transcende les étiquettes politiques. Les projets qui sont développés dans les collectivités territoriales, enfin les politiques de lecture publique qui sont développées dans les collectivités territoriales sont difficilement caractérisables en fonction de l'étiquette politique de la municipalité. Et je trouve que c'est plutôt une bonne chose, et c'est peut-être une des grandes réussites des bibliothèques que d'avoir justement réussi à s'imposer comme finalement quelque chose de relativement consensuel, ou enfin c'est plutôt une chance, je pense, d'être consensuel dans ce domaine-là. Et donc du coup, j'ai le sentiment que c'est pas non plus des objets d'enjeux électoraux. Et donc j'ai été interpellé par le fait que vous ayez, ou alors c'est pas pour des sujets, c'est pas pour des questions purement de bibliothèque, c'est parce qu'il y a un projet dans un lieu qui est contesté, ou un projet pour une architecture aussi qui fait débat. Mais peut-être que je me trompe, et ce serait intéressant peut-être qu'il y ait des travaux, justement, peut-être d'étudiants de l'ENSI, je ne sais pas, sur cette question de la place des bibliothèques dans les programmes politiques. Et donc j'en viens à ma question, pardon d'avoir été un peu long. Donc vous avez indiqué que le projet de création donc, de la bibliothèque maison de quartier du Mas du Taureau était inscrite dans le projet politique, enfin dans le projet de mandat de de l'équipe municipale à laquelle vous appartenez. Est-ce que vous avez le sentiment que ça a contribué d'une façon ou d'une autre à votre succès électoral? Est-ce que ça a joué dans la campagne, par exemple? Est-ce que ça a été un élément important, sans doute pas décisif, mais voilà. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? Alors c'est vrai que donc là c'est le deuxième mandat. Donc c'est un projet qui a émergé à partir de 2014. Il a été inauguré au second mandat, donc en 2022. C'est vrai que dans le choix, c'est vraiment un équipement au-delà, on va dire, des divergences partisanes, un lieu qui se voulait pour les habitants et ceux, quelle que soit donc leur opinion politique. On a un souci à Vaux-en-Velin, c'est qu'on fait partie de ces villes où le taux d'abstention est très très élevé. Donc je ne peux pas dire que cela ait changé la donne, très franchement, mais c'est vrai qu'on a le côté positif, c'est qu'on voit plus de jeunes s'intéresser à la culture, aux sciences, des familles, des seniors aussi, fréquenter les différents lieux, je pense à la médiathèque mais aussi au planétarium, prendre des abonnements à un centre culturel, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Donc si vous voulez, le changement il s'est fait au fil des années et l'avantage aujourd'hui c'est que je ne peux pas préjuger de l'avenir au niveau, on va dire, taux de participation, mais il y a un engouement quand même qui s'est créé autour de la culture. Et puis, je pense qu'au-delà du bâti, ce qui compte, en fait, c'est la dimension sociale, on l'a dit, intellectuelle, culturelle, mais on parle d'humain. Et on est en train de préparer les citoyens d'aujourd'hui et de demain à faire la France de demain. Et justement, il faut les préparer à la fois. Je dis souvent que dans les quartiers, on a tous les clichés autour de ces quartiers, mais on a énormément de potentiel. Et c'est vrai que si on ne va pas à la rencontre de cette population, ça peut aboutir, et on le sait tous, à certains drames. Donc pour éviter ça, parce que Jérôme tout à l'heure l'a dit, mais il y a tout un travail qui est fait en filigrane. On fait un travail autour de la mémoire, par exemple, autour du plan de lutte contre le racisme, les discriminations, l'antisémitisme, tout ce qui est aussi numérique également. Donc il y a tout un travail qui est fait justement pour aller vers les habitants et les préparer donc à la fois à cette émancipation, mais aussi à cette prise de conscience de l'importance du politique, de la politique. Pas au sens partisan, mais de la politique. Merci Nadia. Je crois que ce sera le mot de la conclusion. Je remercie très sincèrement, très chaleureusement nos trois participants. Je crois qu'on peut les applaudir. Je vous remercie également.
vous tous d'avoir participé à cette rencontre et de nous avoir accompagnés ce soir. Nous allons poursuivre par un petit cocktail. Vous avez également, si vous voulez consulter l'année des bibliothèques 2023, vous pouvez le trouver à la sortie de cet amphithéâtre. Et il est en vente au modeste prix de 21 €, mais vous pouvez très gratuitement le consulter, sinon l'acheter. Merci à tous. Bonsoir.